nécessite pas de compétences particulières puisqu'il s'agit d'intervenir sur des installations de distribution d'eau glycolée. Des coefficients de performance meilleurs puisque tous nos échangeurs vont être avec une surface de mouillabilité très très importante, donc consommation énergétique plus basse, et puis pas de perte de masse. Pour tout ce qui est refroidissement rapide ou congélation de produits nus, que ce soit des viandes, des poissons, un ressuage de poulet avec une installation qui fonctionne à l'eau glycolée ou un refroidissement des fruits avec une installation qui fonctionne à l'eau glycolée va nous permettre de contrôler l'humidité dans les salles en maîtrisant les variations de température dans le frigorifère, entre le frigorifère et l'air. Et ces humidités élevées vont nous permettre d'avoir des pertes de masse beaucoup plus faibles que si on distribuait des fluides frigorigènes à l'intérieur des échangeurs. Les raisons environnementales, c'est le confinement de ces fluides frigorigènes et du coup le contrôle des quantités de fuite. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais en France par exemple, une installation frigorifique industrielle n'a pas le droit d'avoir plus de 5% de fuite de la charge annoncée au début par an. Donc c'est quand même quelque chose de très contrôlé. Donc les quantités de mise en jeu sont plus faibles et les quantités qui risquent de partir dans l'atmosphère sont également très faibles. Des raisons de sécurité, puisqu'on a des basses pressions dans les circuits de distribution, d'eau glacée ou d'eau glycolée, sachant au contrario, on a des très hautes pressions dans les circuits de fluides frigorigènes. Quand on va distribuer du liquide haute pression, on va se retrouver à 10, 12 ou 14 bars dans les tuyaux versus 2 ou 3 bars dans les circuits d'eau glycolée et d'eau glacée. En cas de fuite de fluide frigorigène, si c'est de l'ammoniac, c'est facile. On a une détectabilité très simple. Et si c'est des fluides halogénés ou fluorés, on va se retrouver effectivement avec des risques d'asphyxie parce que la détectabilité n'est pas évidente. Des raisons d'hygiène, puisque en cas de contact des produits nus avec le fluide frigorigène, que ce soit ammoniac ou autre, est quand même dangereux et délétère pour le produit. Donc on ne peut plus le consommer. Sachant qu'un contact avec le glycol ou l'eau, donc si c'est du monopropylène glycol, c'est alimentaire, donc on va pouvoir consommer sans danger. Si c'est de l'eau, c'est encore mieux. Et les raisons techniques pour finir, sécurité totale avec les doubles circuits indépendants, c'est-à-dire quand on fait des installations de ce type, systématiquement on va mettre des pompes doubles, une qui tourne, l'autre qui assure le secours. On va mettre 2 circuits complètement indépendants. On ne va pas avoir de problème d'humidité qui vont migrer dans les circuits, donc pas de risque justement de mélange d'eau et de fluide frigorigène. Des circuits de retour d'huile beaucoup plus facile parce qu'on est sur des circuits très très courts, très confinés, très à l'intérieur d'une salle de machines ou sur un groupe, et des stations de vanne faciles à entretenir puisque là on parle de stations de vanne à l'eau ou à l'eau glycolée. D'autres solutions justement pour améliorer tout ça, c'est stocker le stockage de froid. Donc on peut stocker le froid dans des bacs à glace en alimentant ces fameuses herses, les échangeurs qui sont immergés dans l'eau, ou avec du fluide frigorigène, donc de l'ammoniac, ou avec de l'eau glycolée. On peut également stocker à des températures plus basses, puisque vous l'avez compris, un bac à glace, c'est un mélange eau plus glace, donc on ne peut pas avoir de l'eau à température inférieure à 1. Si on veut avoir des températures inférieures à 1, on peut stocker avec des nodules, qui sont tout simplement, qui ressemblent à ce qu'on met dans nos frigos ménagers, c'est-à-dire c'est des plaques eutectiques ou des boules eutectiques à l'intérieur duquel on a un glycol qu'on va congeler pendant les périodes où l'énergie n'est pas chère et on va faire fondre pendant qu'on a besoin de cette puissance. Sinon, le coulis de glace, qui est à peu près le même fonctionnement, c'est-à-dire on va stocker des paillettes de glace dans nos solutions glycolées ou dans les solutions à eau, et après, quand on distribue, on arrive à récupérer ce qu'on appelle la chaleur latente, et donc une quantité de froid beaucoup plus importante que si c'était uniquement de l'eau. Donc tout ça, c'est très bien, mais aujourd'hui, non seulement il faut faire des installations frigorifiques avec des fluides qui respectent la nature, mais en plus, il faut concevoir des installations frigorifiques avec
le minimum de consommation d'énergie. Donc l'accord de Paris, c'est aujourd'hui le premier accord universel pour le climat. La Tunisie est signataire. Il y a quand même 195 pays qui sont engagés à réduire le réchauffement planétaire de 2 degrés sur les 100 ans qui viennent. Donc du coup, les engagements, c'est moins 20, moins 20, moins 20, 20 et 20, c'est-à-dire moins 20% d'émissions de gaz à effet de serre, 20% d'utilisation d'énergie provenant de sources renouvelables et 20% d'augmentation d'efficacité énergétique, sachant que la Tunisie s'est engagée sur du 30-30-30 à l'horizon 2030. Donc l'entreprise aujourd'hui, elle est soumise à toutes ces pressions, mais qui peuvent devenir des opportunités, puisque une entreprise qui consomme peu d'énergie, elle peut réduire bien sûr ses coûts de revient, ainsi qu'elle peut communiquer également sur son respect de l'environnement. Et donc, même en termes d'image de marque, c'est quelque chose qui peut être très, très intéressant, aussi bien vis-à-vis des actionnaires, vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis de ses salariés et vis-à-vis des autorités. Donc, les solutions proposées par notre groupe, c'est de l'optimisation. Donc, on a ce qu'on appelle des modules, l'opti-contrôle. L'opti-low, c'est on va dire la basse pression flottante. L'opti-high, c'est la haute pression flottante, etc., etc. Et donc, là-dessus, pour avoir une idée plus précise, je vous invite d'aller sur notre site, puisque ABN a créé une plateforme d'optimisation énergétique où nos clients vont aller sur cette plateforme, vont renseigner un certain nombre d'informations là-dedans, et à la fin, donc c'est un exercice qui ne demande pas plus que 15 minutes, et à la fin de cette visite, le client dispose donc voilà quelques pages de cette plateforme, le client dispose d'un pré-diagnostic énergétique qui va lui dire, vous avez 10, 15, 18% d'économie possible sur vos installations frigorifiques, et à partir de là, il a le rapport où est-ce que, en fonction des informations qu'il a données à l'intérieur de ce questionnaire, et on le compare systématiquement avec des ratios en fonction de ses volumes de production, en fonction de ses volumes de stockage, et derrière, on compare vraiment avec des ratios sur notre base de données qui vont permettre de dire on peut apporter des solutions pour vous permettre d'économiser de l'énergie sur vos installations frigorifiques. Bien sûr, derrière, il a également la possibilité de rentrer en contact avec nos équipes pour lui proposer des solutions. Rapidement, on a fait un plan d'économie d'énergie chez un groupe que vous connaissez tous, qui s'appelle le groupe Bonduelle. Et quand on a démarré en 2004-2005, la consommation, les ratios, ce qu'on appelle les ratios dans les chambres froides négatives chez Bonduelle, était une consommation de 52 kWh par mètre cube et par an. En 2018, on était à 17. Donc un gain cumulé de 1 million d'euros par an sur un même périmètre pour produire 1 million de tonnes de produits surgelés par an. Donc, je vais couper. Il est en train de finir. Donc, il a dit le plus important pour son entreprise, pour l'entreprise Tunifroid ABN de la France. Donc, vous trouvez plus d'informations sur abneco.fr. Donc, c'est très important d'écouter la personne qui est en train de faire le métier. Donc, c'est important de gagner sur les installations, du point de vue écologique et économique. Donc, Tunifroid a adopté la technologie à base de l'ammoniac. On va passer, merci à M. Nabil Abid pour son intervention et pour Tunifroid. Donc, on va passer à la dernière session qui est les établissements de formation, que je le considère moi-même la base ou bien le facteur indispensable pour l'évolution de la chaîne de froid et du secteur froid en général en Tunisie, parce qu'on est un pays qui importe les équipements, le fréon et tout ça. Donc, notre base, c'est les ressources humaines. Donc, je vais céder la parole à M. Hamedi Ferjeni,
qui va nous introduire les établissements de formation en Tunisie, notre trésor, je veux dire, de formation. C'est à vous la parole, Monsieur Hamadi. Ouvre le micro, s'il vous plaît. C'est Hamadi, vous ouvrez le micro. Ok. C'est bien maintenant? Vous m'écoutez? Oui, c'est bon. Oui, oui, c'est bien, c'est clair. Bon, je salue tout le monde et je veux parler du rôle des établissements de formation. Voilà, presque tous les intervenants en Tunisie en froid, dans le domaine de froid et climatisation, ont suivi ou bien une formation dans des centres de formation ou bien des études supérieures. Donc, si en Tunisie, ici, on a presque 33 centres de formation dans le domaine de froid et climatisation, presque 8 centres de pêche et une dizaine de centres privés, leur activité, c'est le domaine énergétique. Voilà. Et nous avons 14 établissements supérieurs, voilà, et 9 établissements privés dans le domaine. En plus, on a 22 instituts supérieurs d'études technologiques, voilà, sont répartis sur toute la Tunisie. Dans ces établissements. Les slides. Oui. Il faut partager le slide. Il n'a pas le slide. Malheureusement, il n'a pas fait un slide suite à une panne sur son ordinateur. Donc, il va nous parler seulement. Bon, je parle de mon téléphone, c'est pour cela. Donc, les principaux métiers liés à ce domaine que l'on trouve en Tunisie, c'est un chargé d'affaires au génie climatique, chef de chantier au génie climatique, des ingénieurs au fluide d'énergie, réseau et environnement. Aussi, on a des monteurs, dépanneurs, froid et climatisation, des techniciens d'études en génie climatique, des techniciens en maintenance en équipement du génie climatique. Aussi, on a des techniciens en froid commercial et climatisation et des techniciens en froid industriel. Aussi, on a des techniciens d'entretien en génie climatique, ainsi que des techniciens supérieurs d'exploitation en génie climatique aussi. Et on a des technico-commerciales génie climatique. Alors, ces centres de formation, ces établissements étatiques, jouent un rôle très important pour enrichir le domaine, voilà, en technicité, voilà, soit des agents, soit des techniciens, soit des techniciens supérieurs, soit des ingénieurs, et qui ont actifs sur le marché tunisien. Donc, pour ça, pour voir, c'est presque dans ces établissements, il faut développer un peu le programme d'enseignement supérieur. Voilà. Il faut développer le programme, il faut l'enrichir, il faut le réviser, ainsi que faire des compléments de programmes de formation dans les centres de formation étatiques ou privés. Et par la suite, le deuxième volet, c'est des créations des laboratoires en énergie et environnement et équiper tous les centres, les établissements de formation par les outils spécifiques et nécessaires, surtout les appareils de mesure et tous ces équipements qui étaient présentés par M. Zohaïr. Voilà. Deuxièmement, c'est le volet de formation et habilité. Il faut perfectionner ces formateurs, les professeurs ainsi que l'enseignant supérieur. D'accord? Et il faut que tous les intervenants soient ont l'habilité, voilà, que ce soit des enseignants, que ce soit des formateurs, et ça pour développer les domaines et pour arriver à réaliser l'amendement des Kigali, voilà. Et je vous remercie. Merci, Monsieur Hamadi. Merci, Monsieur Hamadi, pour
ces données. Donc, comme a dit M. Hamadi, on a plus de 80 établissements de formation entre professionnels et supérieurs en Tunisie qui forment plus de 2000 techniciens par an. Techniciens, je veux dire techniciens, donc ingénieurs, techniciens, professionnels et tout ça. Donc, on a plus de 2000 acteurs de froid par an qui sont diplômés des établissements de formation professionnelle et supérieure. Et on vise à avoir plus pour vaincre le besoin en climatisation et en froid. Et pour les systèmes et les stratégies de la certification va nous aider afin d'éliminer ou bien éviter que le domaine soit établi avec les gens non formés. Donc, on a encore 10 minutes pour cette réunion. Je vais vous donner un exemple d'établissement de formation. C'est le pôle technologique Borj Sedria. Madame Salwa Bouadila va nous présenter brièvement le pôle technologique Borj Sedria, Centre de recherche et de technologie. Madame Salwa, si vous voulez, je passe la vidéo enregistrée ou bien vous pouvez parler. Je crois on passe la vidéo, c'est plus rapide pour ne pas étaler les... Vous avez un problème, Raouda? Non, contrainte de temps. Donc, je vais passer la vidéo. 5 minutes. Donc, pardon, je partage la vidéo. Donc, c'est... Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ensemble la journée mondiale du froid. C'est juste le partage d'écran. Sinon, je refais rapidement là-haut. Attends, s'il vous plaît, Salwa. Je n'arrive pas à trouver la présentation. J'essaie de trouver. Je partage là-haut? Pardon, un peu. Je partage la vidéo, si non, vous voulez. Permettez-moi d'abord de me présenter. Salwa Bouadila, maître assistant au Centre de recherche technologie de l'énergie du Technopole de Borj Sedria. C'est bon comme ça formation, ou non? Ingénieur en énergétique de l'École nationale de Monastir, l'École nationale d'ingénieurs de Monastir. Donc, je fais partie de... Vous me disiez si le partage est fait ou non? C'est fait, c'est parfait, Raouda. C'est fait, c'est parfait, Raouda. Le conditionnement des locaux, le stockage de l'énergie. Aujourd'hui, je vais présenter brièvement. Bonjour tout le monde, ravi d'être avec vous aujourd'hui pour célébrer ensemble la journée mondiale du froid. Je remercie tous les membres de l'Association tunisienne de réfrigération et de climatisation pour l'invitation à ce webinaire. Permettez-moi d'abord de me présenter. Salwa Bouadila, maître assistante au Centre de recherche technologie de l'énergie du Technopole de Borj Sedria, de formation, ingénieur en énergétique de l'École nationale de Monastir, l'École nationale d'ingénieurs de Monastir. Donc, je fais partie du laboratoire des procédés thermiques. Mes axes de recherche s'articulent généralement sur l'application de l'énergie solaire. Le Technopole de Borj Sedria est constitué de 4 centres de recherche. Le Centre de recherche et des technologies de l'énergie, le Centre de recherche et des technologies des eaux, le Centre de biotechnologie de Borj Sedria et le Centre de recherche en sciences des matériaux.
Voilà la cartographie du technopôle de Bourg Sedria. Il est constitué de ces 4 principaux centres de recherche et il y a aussi la société de gestion, la société de technopôle de Bourg Sedria, le TBC, c'est l'administration en termes de mots qui permet la gestion de l'espace Inotex et l'espace industriel. Et la relation entre les unités de recherche et les développements des axes de recherche innovants et la coordination entre industrie, recherche scientifique. Voilà l'emplacement du centre de recherche et des technologies de l'énergie, l'entrée de notre centre de recherche et technologie de l'énergie. Donc, je passe maintenant à présenter les programmes de recherche et développement de CRTON. À savoir, le Centre de l'énergie a une expérience de plus que de 25 ans dans la conversion thermique de l'énergie solaire, la conversion aussi photovoltaïque de l'énergie solaire, l'efficacité énergétique dans l'industrie et dans le domaine des bâtiments. Aussi dispose de nouveaux axes de recherche tels que la valorisation énergétique des déchets, le conditionnement des serres agricoles. Il y a une bonne expérience dans le solaire à concentration, l'énergie aussi éolienne, les piles à combustible. Le centre aussi dispose d'une soufflerie pour l'étalonnage des anémomètres et les études aérodynamiques. Et finalement, la caractérisation thermophysique des matériaux et des nanomatériaux pour le stockage et la conversion de l'énergie. Donc, notre centre de recherche dispose principalement de 3 laboratoires de recherche, le laboratoire de photovoltaïque, le laboratoire des procédés thermiques et un 3e laboratoire de maîtrise de l'énergie éolienne et la valorisation énergétique des déchets. Aussi, le CRTON a un bureau de transfert technologique, le TTO. C'est un bureau qui permet la coordination entre les différentes unités et les chercheurs du centre avec les projets et les appels à proposition des projets internationaux. Le fourroie et le conditionnement et la climatisation des procédés thermiques, parce que c'est le laboratoire qui dispose plus des axes de recherche en coordination avec le fourroie et le conditionnement et la climatisation en général. Donc, le premier axe de recherche, c'est la thermisation solaire, la pasteurisation à partir de l'énergie solaire, chauffage et refroidissement et la pasteurisation du lait et des jus et d'autres applications. Le froid solaire, ce thème froid solaire, je vais vous parler d'un projet avec mes collègues une collègue va vous présenter prochainement le solaire avec le système solaire à injection. Aussi les capteurs solaires hybrides, photovoltaïques thermiques, la récupération de l'énergie par dessiccation liquide, la climatisation et le conditionnement des serres agricoles, les capteurs solaires avec matériaux à changement de phase, l'application des pompes à chaleur géothermale pour le refroidissement des locaux, le solaire à concentration, à part les cylindres paraboliques, par les systèmes à concentration, les miroirs de Fresnel et autres. Les pompes à chaleur thermoacoustiques, c'est un nouveau projet en cours de réalisation. Les procédés thermiques hybrides en général, aussi l'axe de recherche sur les piles à combustible et les piles à hydrogène. Le laboratoire des procédés thermiques présente aussi une plateforme pour les tests des capteurs solaires qui sera accrédité prochainement en collaboration avec la PTB Allemagne. Donc, le banc de test dispose de 2 applications. Les tests des capteurs solaires à eau, que ce soit les capteurs plans et les capteurs sous vide, les ballons de stockage avec différents types et différents volumes, aussi les tests des capteurs des installations solaires, donc ça veut dire les capteurs et les ballons qui seront combinés ensemble.
Donc, quelques applications, comme je vous ai parlé dès le début, on va présenter quelques applications. Voilà un petit projet qui a été réalisé au centre de l'énergie, au laboratoire des procédés thermiques, soit un capteur à stockage thermique latent. On va récupérer l'énergie pendant le jour pour la dissiper la nuit, soit pour chauffer les habitats et les locaux. Donc, par exemple, une application qui a été réalisée pour le chauffage des serres agricoles et on a remarqué qu'il y a plus que 5 degrés Celsius qui seront récupérés au niveau de la serre pendant la nuit. Voilà une autre application, c'est un parabole, un système solaire à concentration parabolique. Ce système, on a utilisé plusieurs méthodes pour la caractérisation du flux solaire concentré au niveau du foyer de ce capteur. Donc c'est une application pour calculer concrètement le flux solaire concentré au foyer